phrase que la liberté culturelle et la liberté, la paix étaient beaucoup plus contraignantes que la guerre. Et puis la valeur culturelle du conflit. Les deux choses me préoccupent depuis longtemps. Et c'est justement cette idée que la paix, bien sûr, elle demande beaucoup de travail, mais beaucoup plus contraignante, c'est-à-dire pour les règles qu'il faut, pour les gens qui respectent les règles et tout cela. Et dans la situation actuelle, on a l'impression que ce problème de règles est parti dans un abîme, dans une partie de l'Europe. Alors, comment penser cette nature contraignante de la recherche de la paix dans une situation comme maintenant? Ouais, ça, c'est absolument, pour moi, insaisissable. Je ne peux pas imaginer. Alors, peut-être que tu as une idée. Alors, quelqu'un, j'ai besoin d'aide. Non, mais juste, je retiens aussi effectivement ce focus sur cette idée qu'on vit dans une période finalement l'escalation tellement rapide de l'investissement dans le budget militaire, etc., nous montre à quel point on a oublié la nécessité effectivement d'investir aussi dans la paix, etc. Donc c'est un vrai moment je pense que ce que tu as présenté, ça démontre bien tout ça. Et la nécessité effectivement de reconstruire et de construire et avoir des propositions finalement qui vont dans un autre sens. Mais je n'ai pas d'idée non plus concrète à proposer comme ça sur le tas, mais je pense vraiment qu'il faut s'y mettre et c'est le moment. Mais c'est vrai que ça demande tout un investissement effectivement conceptuel, de temps et de concertation qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, ou peut-être pas assez. Ça. Donc je pense que nous, notre réunion tombe au bon moment. Donc c'est un vrai moment, je pense que ce que tu as présenté, ça démontre bien tout ça. Et la nécessité effectivement de reconstruire et de construire et avoir des propositions finalement qui vont dans un autre sens. Mais je n'ai pas d'idée non plus concrète à proposer comme ça sur le tas, mais je pense vraiment qu'il faut s'y mettre et c'est le moment. Mais c'est vrai que ça demande tout un investissement effectivement conceptuel, de temps et de concertation qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, ou peut-être pas assez. Ça. Donc je pense que nous, notre réunion tombe au bon moment. Oui, sûrement on ne l'a pas assez fait, mais ce n'est pas tout à fait nouveau quand même, parce que la reconstruction de la paix et les règles, c'est quand même tous les fondements de l'ONU. Et ce qui pose question, c'est pourquoi ce n'est pas plus efficace après plus de 70 ans de l'organisation mondiale, qui a tout de même été fondée pour établir des règles qui vont dispenser de la guerre, si on peut exprimer comme ça, et comment construire la paix, que ce n'est pas simplement un état statique qui arrive comme ça par une certaine bienséance ou un état des faits ou des lieux, et que c'est tout un arsenal de construction. On a quand même des ressources qui ont été élaborées, y compris dans le domaine de la recherche, sur comment construire un monde de paix. Alors, la dimension des droits culturels là-dedans, c'est peut-être pas ce qui a été le plus mis en évidence, c'est là qu'on peut contribuer. Mais on ne peut pas repartir à frais nouveaux sur comment aujourd'hui, subitement, parce qu'il y a une situation qu'on croyait impossible au centre de l'Europe, au fait, comment on construirait la paix? Tiens, il faudrait avoir des règles. Et pourquoi on s'en moque aujourd'hui des règles? Et pourquoi, au fond, tout ce qui a été construit pas par pas pendant des décennies tombe aux oubliettes parce que l'ONU est bloquée, parce qu'on sait bien les multiples causes, mais la rationalité de la construction, de l'organisation de ces objectifs, ce n'est que ça. Il ne s'agit pas de les mettre aux oubliettes, il s'agit qu'elles manquent un peu de substance, c'est-à-dire qu'elles manquent de démocratie. Si les États ne sont pas démocratiques, les règles sont facilement perverses, en tout cas facilement perverties. Mylène, tu voulais dire? Mais à chaud comme ça, moi, ça me fait penser que peut-être une addition qu'on devait faire dans la déclaration, c'est justement le droit à la paix. Parce qu'il y a eu des travaux sur le droit à la paix, il y en a encore maintenant, c'est complètement bloqué. Je ne sais pas si Michael Finner est en ligne, parce qu'il en sait beaucoup plus que moi là-dessus. Je sais qu'il travaille dessus, mais ce serait vraiment quelque chose à explorer, avec justement, comme tu disais,
vraiment un élément manquant finalement de l'arsenal juridique actuel. Ouais. L'histoire du débat, parce que c'était le bloc de l'Est qui développait le droit à la paix, et on sait dans quelles conditions. Pendant que le bloc de l'Ouest développait les droits aux droits de l'homme, et on sait aussi dans quelles conditions. Donc si, il faut faire un frais nouveau. Mais il faut un autre fondement qui manque. Et le fondement, c'est la participation, y compris des peuples qui ont été colonisés, y compris des populations ici du quart-monde, dont on n'est pas allé chercher assez loin. Et c'est normal, parce que c'est révolutionnaire de le faire, d'aller chercher assez loin l'intelligence de leur souffrance, et l'intelligence notamment de ces discriminations intersectionnelles qui vont brouiller toutes les cartes des administrations politico et juridiques et du coup de nos casiers mentaux qui font que chaque chose est à son endroit. Donc on peut discuter des règles pendant que la maison brûle, et aujourd'hui elle brûle. Donc on a un problème. Les règles ne sont pas forcément mauvaises, mais le problème c'est qu'il manque de substance. Et la substance c'est quoi? C'est le croisement des savoirs directs, immédiats, y compris des gens qui sont, y compris et en particulier, des gens qui sont là où ça brûle le plus, ou qui sont dans la chaîne de témoignages, de proches aidants, d'analysants, etc., de soutien aux gens qui sont là où ça brûle le plus, mais qui implique aussi ce travail de mémoire. Parce que si je reprends l'idée pour avoir cette vitalité-là, et quand on fait soit l'archéologie, soit quand on fait le travail de mémoire profond, on est, comment dire, fasciné par tant de beauté, et on est fasciné par tant d'intelligence. Donc c'est cette intelligence-là qui est laminée, parce que elle est trop belle, en fait, et c'est cela qui fait peur et qui déclenche la violence. Et donc l'espérance est violente, c'est bien ça. Parce que d'aller rechercher cette intelligence-là, ça veut dire on ne sait rien. Et notre système des Nations Unies, je pense que Dragana ne va pas écouter pendant un instant, il est quand même, il sera d'accord, sous-développé par rapport à ce qu'il doit être, comme toutes nos sociétés, n'est-ce pas, qui sont toutes des démocraties sous-développées. Par rapport à cette exigence-là, il suffit de regarder quelle est la place des sciences, de l'ensemble des sciences dans nos sociétés et dans les décisions, pour dire on gaspille, c'est sympa. Sur la mémoire et sur la paix, quand on parlait de la paix, le droit à la paix, c'est aussi de parler d'une paix durable, pas seulement simplement dans des quartiers du monde, l'absence des conflits. La paix, ce n'est pas uniquement l'absence de conflits, il faut établir la paix et il faut que ça dure. Et ce qu'on a vu récemment, c'est toujours lessons learned. Mais quand on regarde l'histoire et quand on regarde ce qui se passe, on a un peu l'impression qu'on n'a pas beaucoup appris de ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Donc je pense que le défi aussi, à part de créer le droit à la paix, c'est la paix durable, quelque chose qui va durer dans le temps, pas seulement une petite période. La paix durable, mais la paix pour qui, avec quelles conditions, etc. Non, je trouve qu'on a vraiment vu aussi une situation avec l'Ukraine, etc., où certaines personnes sont accueillies avec bras ouverts, et d'autres pas. Il y a toute une série de fermetures en même temps, donc toutes ces formes de violence, etc. Et comment finalement, c'est là où je reviens sur cette proposition aussi de reconstituer, etc., des règles de jeu, etc. Parce qu'on va à la fois des dichotomies de la guerre froide ont pris une force impressionnante, des dichotomies racialisantes aussi, etc. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de fond à faire qui puisse effectivement se ressourcer avec tout ce bagage qu'on a. Je suis d'accord avec notre collègue qui insiste sur le fait qu'on ne doit pas totalement réinventer tout ça. On doit reconnaître aussi les limites, les contraintes et la violence, comme tu le dis si bien, avec les approches de paix qu'on va aujourd'hui. Paix pour certains et certaines et pas pour d'autres. Tous ces conflits qu'on a oubliés, tout le monde focalise maintenant sur l'Ukraine et tout le reste du monde part tout de suite dans l'oubliette. Donc là, il y a un vrai quand même des
vraies inégalités au niveau des narratifs, des formes de violence, racialisées, etc. On a un vrai travail devant nous. Voilà. Okay, on va continuer sur juste un mot de terminologie. C'est peut-être parce que j'ai l'esprit encombré par l'histoire, mais j'ai toujours des soucis avec le droit à la paix. Pas simplement parce que, paradoxe de l'affaire, c'est tout de même l'Union soviétique de l'époque qui a été le grand promoteur du droit à la paix à l'ONU. Bon, donc comme exemple d'instrumentalisation d'un droit qui n'en est pas, pour moi le droit à la paix n'existe pas. Ce n'est pas un droit pour un juriste. Il manque des éléments pour être constitutif d'un droit. Ça ne veut pas dire que la paix n'est pas un objectif souhaitable et à construire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se méfier des nomenclatures anciennes, pas simplement parce qu'elles ont été utilisées dans des contextes clairement instrumentalisés, mais je ne suis pas sûr qu'on va beaucoup renouveler ou apporter des choses constructrices en utilisant cette dénomination. Donc, droit à la paix, je veux bien qu'on le répète, je dirais qu'on le bêle régulièrement. Ça ne me semble pas la meilleure entrée pour construire ce que tu as exposé et ce que vous avez aussi partagé. Ok, on entend. Le mot a été pourri, mais je répondrai avec Mahatma Gandhi. Je ne sais pas, on ne va pas laisser aux généraux le langage de la stratégie. Il faut se le réapproprier. Il faut se réapproprier ce que c'est une paix espérante et violente. Abdoulaye, de Nouakchott. Les règles ont été faussées à cause de la banalisation du mensonge sur le champ politique. Je suis d'accord qu'il y ait des règles pour qu'on puisse arriver à instaurer la paix sur le plan international. L'un des plus gros mensonges de ce siècle, ça a été la deuxième guerre du Golfe. On nous a vendu cette idée qu'on allait détruire l'Irak parce que simplement il y avait des armes nucléaires. On a fait la guerre, on a trouvé qu'il n'y avait absolument rien du tout. Et à partir de cet instant, notamment en Afrique, notamment en Asie, a prospéré cette idée dans l'esprit des dirigeants et dictateurs. Avec la force, on pouvait mettre le système des Nations Unies devant le fait accompli. Cette première forme de perversion des règles du jeu international pour l'instauration de la paix est un acte fondateur si on ne fait pas attention à ça. Regardez aujourd'hui le désordre qu'il y a sur le plan international. Qui fixe les règles? Qui a la légitimité et l'autorité morale de dire voilà comment on doit se comporter. Et si on devait bien avancer ce genre de questions, c'est le tout genre. Merci.